ne sommes que des gnous à l'agonie sur les berges d'une rivière semblant infranchissable. C'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité. Et elle n'a pas, pour nous, commencé en 73 avec la loi sur le financement d'État par les marchés privés. Elle n'a pas commencé en 44 avec les accords de Bretton Woods ou avec la rupture et la fin de l'or en 71. Elle n'a pas commencé en 1913 avec la création de la Fed, qui donna le pouvoir de création de la monnaie nord-américaine à une poignée de banquiers privés, et plus tard, la monnaie mondiale. Elle n'aurait même pas commencé il y a 2700 ans, avec l'invention concomitante de l'or en Chine, en Inde et en Turquie, ce qui donna le pouvoir à quelques monarques, le pouvoir absolu de tout acheter, sans rien produire en échange. Une escroquerie, un drame peut-être inhérent à notre nature même. Il semble que de tout temps, il y a eu des hommes peu nombreux, avec la volonté de dominer et d'asservir tous les autres. Et bien que les apparences tentent à nous laisser croire le contraire, cette domination et cette servitude n'a jamais été aussi étendue et puissante qu'aujourd'hui. Jamais dans l'histoire nous n'avons eu autant les moyens d'être libres, en paix et heureux, et techniquement capables de vivre en équilibre et en harmonie avec le reste du monde. Et pourtant jamais nous n'avons été plus éloignés de cet idéal. Comment en est-on arrivé là? Que s'est-il passé? Pourquoi le plus grand nombre se laisse-t-il ainsi dominer? Et quel est l'instrument de cette domination? Comment fonctionne-t-il? Comment arrive-t-il à nous donner l'illusion d'un bonheur et d'une liberté, lui qui n'est que frustration, privation et dépossession? Des gnous à l'agonie sur la berge. Voilà ce que nous sommes. Des gnous à l'agonie sur la berge. Ou des bactéries, hein. C'est comme vous voulez. Des bactéries dans une fosse à purin. Moi je m'en cogne, hein. Ça fait belle lurette que ma carcasse à demi dévorée flotte le long de cette rivière, boueuse et fétide. Bien le bonjour mes chères petites bactéries, bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne et bienvenue à ceux qui découvrent cette chaîne par cette première vidéo. Si c'est le cas, soyez les bienvenus. Je vais vous parler de création monétaire, je vais vous parler plus exactement de qui fait quoi dans le processus de création de la monnaie. C'est vrai que la monnaie, c'est la chose la plus importante dans nos vies, quoi qu'on en dise. C'est ce qui nous permet de vivre et malgré cela, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait comment ça fonctionne et personne ne comprend ni ne sait le plus important, c'est-à-dire qui la fabrique. Alors, en préambule au visionnage de cette première partie de cette série de vidéos sur la création monétaire, je vous conseille ardemment de cliquer ici et de mettre dans vos favoris ou de mettre dans visionner plus tard cette vidéo-ci qui est en fait la conclusion de la série de vidéos sur la monnaie que je suis en train de réaliser. Mais rien ne vous empêche de commencer par la fin, c'est une vidéo que j'ai réalisée avec ma fille qui a 9 ans. Grosso modo, c'est une vidéo qui fait une espèce de synthèse du documentaire de Paul Grignon, le 3e volet sur la création monétaire, la dette, je ne sais plus comment s'appelle cette série de vidéos. On redécouvre un petit peu comment fonctionnaient les anciens, il y a plus de 5000 ans en arrière, et on s'appuie pour ce faire sur le livre de David Graeber, Dette 5000 ans d'histoire. Petit résumé de la vidéo précédente qui explique les 3 formes de monnaie différentes qui ont cours et qui circulent et qui font fonctionner notre économie, qui nous permettent d'acheter, de vendre, bref, de vivre. Alors oui, il existe bien 3 monnaies différentes. La première monnaie, c'est la monnaie centrale, c'est ce que moi j'appelle la vraie monnaie. Cette vraie monnaie, ou monnaie fiduciaire, du latin fiducia qui veut dire confiance, c'est la monnaie de la banque centrale. On va voir ça tout à l'heure. Puis il y a la monnaie secondaire, ce que j'appelle moi la fausse monnaie, et en toute modestie, je ne fais que reprendre les dires d'un économiste français, prix Nobel d'économie, qui s'appelait Maurice Allais. Allez voir la vidéo conseillée tout à l'heure si vous voulez en savoir plus. On l'appelle aussi monnaie scripturale privée et j'insiste bien sur le privé. Alors comme je le disais tout à l'heure, la monnaie centrale se divise en 2 catégories différentes. Elle est de 2 types différents. La première, c'est la monnaie centrale scripturale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une monnaie scripturale? C'est tout simplement une monnaie immatérielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la toucher. C'est juste en réalité des 1 et des 0 sur un ordinateur, sur un disque dur d'ordinateur. Ce sont des unités de compte. Ce n'est pas une monnaie que l'on peut toucher, c'est pas des billets de banque, c'est pas des pièces. C'est juste des chiffres dans un ordinateur. Le deuxième type de monnaie centrale que nous connaissons, c'est la monnaie centrale corporelle. Alors celle-là, on la connaît tous, hein, c'est la monnaie qui nous vient à l'esprit quand on parle d'argent, on voit des billets de banque et des pièces. Et ben la monnaie centrale corporelle, c'est tout simplement les billets de banque et les pièces. Ce qui fait que nous avons bien 3 sortes de monnaies différentes. La monnaie centrale scripturale, qui est des chiffres dans un ordinateur. La monnaie centrale corporelle, qui est les billets de banque et les pièces. Et là, nous avons les 2 monnaies qui sont de la vraie monnaie. On va voir ça tout à l'heure. Et la 3e monnaie, qui est, comme disait Maurice Allais, de la fausse monnaie. La monnaie secondaire ou la monnaie scripturale
privée, sachant que la monnaie secondaire ne peut être que scripturale, hein, si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Les banques privées n'ont pas le droit de fabriquer des billets de banque et des pièces. Alors là, je vois un petit peu la mèche parce qu'effectivement, cette monnaie-là, cette monnaie secondaire scripturale, elle est fabriquée par les banques privées et c'est de cette monnaie-là que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons étudier, comprendre comment concrètement, factuellement, les banques privées fabriquent de l'argent et on va voir que c'est même la quasi-totalité de la monnaie que nous utilisons qui est fabriquée par les banques privées. Et ça nous coûte très très cher. On va voir ça tout de suite. Mais avant ça, et pour résumer les trois types de monnaie et à prendre conscience de la place et de leur importance dans la masse monétaire et dans l'économie donc, le petit cercle ici que nous voyons, c'est ce qui définit, c'est ce qui symbolise la vraie monnaie, c'est-à-dire la monnaie centrale qui est fabriquée par la Banque de France. Cette monnaie centrale, on a vu qu'elle se partageait en deux types différents. Une monnaie centrale scripturale, c'est des 1 et des 0 sur les ordinateurs de la banque centrale, c'est très important. Ça reste de la monnaie centrale, ça reste de la vraie monnaie, mais elle est immatérielle, c'est juste des unités de compte sur les comptes en banque des banques privées qui ont leur compte à la banque centrale. On va voir ça tout à l'heure. Et cette petite partie-là en rose, c'est la monnaie centrale corporelle. On voit que le volume qui est occupé par ce petit espace rose est relativement petit. Il est d'autant plus petit en comparaison de ce volume-là. Ce grand cercle à côté qui est pour l'instant vide, c'est la monnaie secondaire scripturale, c'est-à-dire la monnaie privée. En réalité, à droite, vous avez la vraie monnaie, à gauche, vous avez la fausse monnaie, à gauche du petit trait en pointillé. La monnaie centrale, c'est-à-dire la vraie monnaie, ne représente en réalité que 10% de la monnaie totale, c'est-à-dire de la base monétaire, c'est la monnaie qui est à droite, et à gauche, nous avons la masse monétaire, c'est-à-dire le gros cercle qui englobe une partie de la base monétaire qui est fait de monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces. Si vous avez bien compris, la masse monétaire, c'est la masse de monnaie virtuelle, c'est-à-dire la monnaie secondaire scripturale. Ça, c'est la masse monétaire. La masse monétaire égale la monnaie secondaire scripturale plus la monnaie centrale corporelle. Et la base monétaire, c'est tout simplement la monnaie centrale. La monnaie centrale, c'est la base monétaire. La masse monétaire, c'est la monnaie secondaire scripturale plus une partie de cette base monétaire qui comprend la monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces. La monnaie secondaire scripturale représente 95% de la masse monétaire. En réalité, c'est même un peu plus. C'est entre 96 et 97% de la masse monétaire est constituée de monnaie secondaire scripturale. Les restes, les 3-4% qui restent, ce sont les billets de banque et les pièces. Et tout ça, c'est la monnaie qui nous sert à nous pour fonctionner, pour payer nos impôts, pour payer nos achats, pour payer nos loyers. Et c'est cette monnaie-là que nous allons étudier. C'est cette espèce de gros cercle mauve où il y a écrit un gros 95% dedans. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations détaillées, voir la première vidéo que je vous suggérais tout à l'heure. Vous y verrez notamment des petits graphes qui viennent de chez Natixis ou carrément de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, qui rentrent dans le détail de ce qu'est la base et la masse monétaire. Bien, ces petits rappels et ces petits résumés de la première vidéo ayant été faits, nous allons pouvoir commencer enfin cette première partie de la vidéo qui va donc parler de la monnaie secondaire scripturale, comment elle est fabriquée, etc. Avant d'entrer dans le vif du fait, il faut absolument que vous sachiez identifier les trois images que j'ai décidé d'utiliser pour représenter ces trois monnaies différentes. Vous savez, les trois monnaies de tout à l'heure. En 1, pour représenter la monnaie centrale scripturale, j'ai choisi d'utiliser une espèce de billet de banque avec dessus marqué 100 € sur fond de petits bits, de petits 1 et 0. C'est pour bien rappeler que c'est de la monnaie virtuelle, c'est-à-dire que c'est de la monnaie numérique. C'est juste des 1 et des 0 qui passent d'un ordinateur à un autre. La deuxième monnaie que je décrivais tout à l'heure, c'est, alors là c'est facile, j'ai tout simplement choisi d'utiliser un billet de 100 € pour illustrer cette monnaie-là, parce que c'est tout simplement la monnaie centrale corporelle, c'est les billets de banque, les pièces, etc. La monnaie centrale corporelle, c'est la monnaie banque centrale que nous utilisons tous les jours, ce sont les billets de banque et les pièces de monnaie. La troisième monnaie, cette espèce d'image de billet de banque que j'ai choisi pour illustrer la troisième monnaie ressemble beaucoup à l'autre, sauf les mauves. Donc ce billet mauve, c'est la monnaie secondaire scripturale ou monnaie scripturale privée. La monnaie secondaire scripturale est fabriquée par les banques privées, les banques de second rang, grâce au crédit. Bon, la monnaie, les banques et nous, qui fait quoi? Là, je vais juste vous présenter l'architecture du système bancaire. Voilà. Donc tout en haut de ce système trône évidemment la Banque centrale. Chez nous en France, la Banque centrale est la Banque de France. Oui, parce que la Banque de France n'a pas été supprimée avec Maastricht. C'est un petit indice, ça. C'est un petit indice qui nous laisse penser que l'euro n'est pas une monnaie unique, mais alors pas du tout. Enfin ça c'est un autre sujet. Donc je disais, avant d'être interrompu par moi-même, que la Banque centrale gère la monnaie corporelle. C'est elle qui la fabrique, c'est elle qui l'émet, c'est elle qui imprime les billets, frappe les pièces. Elle gère aussi d'autres valeurs, une certaine quantité d'or, et puis d'autres formes de devises, d'autres formes de valeurs. Elle gère aussi la monnaie centrale scripturale. Les billets de banque de tout à l'heure, c'est la monnaie centrale corporelle.
c'est elle qui gère la quantité de monnaie centrale corporelle qu'elle émet, mais elle gère aussi la monnaie centrale scripturale, c'est-à-dire tout simplement elle gère ses ordinateurs, elle gère les comptes de ses clients étant les banques commerciales et l'État, je l'ai dit tout à l'heure. Ici, nous avons la banque commerciale A et la banque commerciale B. Et évidemment, ces banques commerciales ont elles-mêmes des clients. Là, nous avons Monsieur Poulet, Monsieur Patate et Monsieur Tabouret. Si vous voulez savoir pourquoi des noms aussi ridicules, allez voir la vidéo avec la grenouille à lunettes qui s'appelle « À 9 ans, elle détruit le mythe du troc, etc. » Donc, les particuliers, les entreprises sont clients des banques commerciales qui elles-mêmes est cliente d'une certaine manière de la Banque de France. La Banque de France, la Banque centrale, a pour mission, entre autres, d'alimenter en argent liquide, en monnaie centrale corporelle, en vraie monnaie, les coffres et les distributeurs des banques commerciales. Mais elle gère aussi leurs comptes respectifs. La Banque commerciale A un compte en banque à la Banque centrale et la Banque commerciale pareil. Et donc forcément, comme pour vous et moi, comme pour le citoyen lambda, les entreprises, etc., qui ont des comptes dans une banque commerciale, les banques commerciales ont elles aussi un compte à la Banque de France avec de la monnaie dessus. Et cette monnaie, c'est la monnaie centrale scripturale, c'est de la monnaie centrale, sauf que c'est des zéros sur des ordinateurs. Ça marche de la même manière, c'est-à-dire que pour la Banque centrale, les banques commerciales sont des clients, tout comme pour les banques commerciales, Monsieur Patate et Monsieur Poulet sont des clients. Ils gèrent leur compte de la même manière. Ici, nous avons le compte de Monsieur Poulet, de Monsieur Patate et de Monsieur Tabouret avec respectivement 100, 200 et 300 € dessus, tout comme la banque commerciale B et la banque commerciale A, sur l'image, elles ont chacun 100 € sur leur compte à la banque centrale. Parce que oui, c'est ça la monnaie secondaire scripturale. La monnaie secondaire scripturale, c'est tout simplement les unités de compte que vous avez sur vos comptes en banque, c'est-à-dire l'argent que vous pensez avoir sur vos comptes en banque. Parce qu'en réalité, et ça c'est un grand secret de Polichinelle, sauf que tout le monde s'en fout, vous n'avez pas d'argent sur vos comptes en banque. Vous avez juste des unités de compte. Lorsque vous mettez 100 € à la banque, ces 100 € ne vous appartiennent plus. En échange de ces 100 € que vous donnez à la banque écrit sur votre compte 100 tout court, pas 100 €, elle écrit 100. Et ces 100, ce sont des unités de compte, c'est une dette, c'est la preuve que la banque vous doit les 100 €, c'est-à-dire qu'elle doit vous redonner les 100 € que vous lui avez donnés. Ce billet de banque ne vous appartient plus et la banque a une dette envers vous de 100 €. Donc, quels moyens Monsieur Poulet, Monsieur Patate et Monsieur Tabouret ont à leur disposition pour s'échanger des choses, pour acheter, payer ce dont ils ont besoin? Et la première solution, c'est d'avoir de la monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire d'avoir des billets de banque. L'autre moyen de paiement, l'autre moyen d'échanger des choses, des biens et des services, c'est d'utiliser des chéquiers, cartes de crédit, virements. Et c'est là qu'intervient la monnaie secondaire scripturale. Lorsque vous achetez une baguette de pain avec votre carte de crédit, il n'y a pas un petit lutin qui sort de quelque part, qui va chercher dans votre tirelire à la banque les 1 € si vous achetez une baguette tradition, les 1 € qui sont sur votre compte en banque dans une tirelire et qui va le donner au boulanger. Non, pas du tout. Ce sont des échanges numériques de monnaie, et cette monnaie-là, je vous rappelle que c'est ce que nous allons étudier. Et je pense qu'on va découvrir tout un tas de trucs absolument extraordinaires. Donc, je le rappelle, tout en haut de cette architecture trône la Banque centrale. Sont clients de la Banque centrale les banques de second rang, que l'on appelle aussi les banques commerciales. La Banque centrale gère les comptes des banques commerciales, ici la banqueroute et la bancale, tout comme les banques commerciales gèrent nos comptes à nous, le compte de ses utilisateurs, le compte de ses clients. Elle gère aussi une certaine quantité de monnaie corporelle, c'est-à-dire des billets de banque et des pièces. C'est elle qui les émet, c'est elle qui les fabrique, c'est elle qui a le pouvoir de frapper des pièces et d'imprimer des billets. Les banques commerciales qui ont leur compte à la Banque centrale gèrent, comme je le disais tout à l'heure, les comptes de ses clients. Ici, nous avons 100, 200 et 300 € sur les comptes respectifs de Monsieur Poulet, Monsieur Patate et Monsieur Tabouret. Et nous allons voir tout à l'heure que les euros, les soi-disant euros qui sont sur ces comptes ne sont pas des euros. En réalité, ce sont juste des unités de compte qui représentent une dette que la banque a envers ses clients, Monsieur Poulet, Monsieur Patate et Monsieur Tabouret. Les banques gèrent aussi un stock de monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire un stock de billets. Comment fait-elle pour se procurer ces billets? Eh bien, tout simplement, elle les commande à la Banque de France. On dit qu'elle fait une demande de fonds. Par exemple, ici dans cet exemple, nous avons la banque Halle qui commande un billet de 100 €. La Banque centrale lui envoie par transporteur le billet qu'elle a commandé. À ce moment-là, la Banque centrale a 100 € de moins dans sa réserve. Elle a 100 € de moins en monnaie centrale corporelle. Pour rééquilibrer ce déséquilibre, eh ben, elle enlève tout simplement 100 € en monnaie centrale scripturale du compte de la banque qui lui a commandé le billet. C'est simple. C'est grosso merdo, c'est exactement ce qu'une banque commerciale fait lorsque vous retirez 100 € au guichet ou au distributeur. La banque commerciale vous enlève 100 € de votre compte. Ben, c'est exactement la même chose.
Par exemple, là, Monsieur Tabouret retire 100 euros de son compte. On dit qu'il retire 100 euros de son compte. En fait, il demande à ce que la banque lui paye la dette qu'elle lui doit. Puisque la bancale a 300 euros de dette envers Monsieur Tabouret a le droit de réclamer le paiement de cette dette. Et là, en l'occurrence, il demande 100 euros. À ce moment-là, la banque Halle prend 100 euros de sa réserve et les donne à Monsieur Tabouret. Elle a payé sa dette. Comme elle a payé sa dette, elle enlève 100 unités de compte sur le compte de Monsieur Tabouret. Tout simple. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque M. Tabouret achète à M. Patate quelque chose pour une valeur de 100 euros. M. Tabouret donne le billet de banque à M. Patate, qui va ensuite déposer ces 100 euros à sa banque. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Pensez-vous que le guichetier qui prend le billet de 100 euros que lui donne M. Patate va prendre ce billet, descendre à la cave et déposer ce billet dans un petit coffre avec le nom de M. Patate dessus? Non, pas du tout. Ce billet de banque de 100 euros va tout simplement rejoindre le stock de billets de la banque, c'est-à-dire que ce billet n'appartient plus à M. Patate, il appartient maintenant à la banque. En échange, la banque, le guichetier, rajoute 100 unités de compte sur le compte de M. Patate. C'est pour ça que je vous explique depuis tout à l'heure et depuis la première vidéo que les euros qui sont sur les comptes en banque que nous avons ne sont pas des euros, ce sont des dettes que les banques ont envers nous. Et les 100 euros, les 100 unités de compte que le guichetier écrit sur le compte de M. Patate, c'est ça, la monnaie secondaire scripturale. Alors, comment est-il possible de se servir de cette monnaie comme moyen de paiement? Eh bien, imaginons que M. Patate veuille maintenant acheter quelque chose à M. Poulet pour une valeur de 100 euros et qu'il décide pour ce faire de se servir de sa carte de crédit comme moyen de paiement. Eh bien, dans le cas de M. Poulet et de M. Patate, c'est tout simple. Puisque la banque a une dette de 100 euros envers M. Patate. M. Patate n'a qu'à transférer cette dette sur le compte de M. Poulet. Lorsqu'il utilise sa carte de crédit, il ne fait que transférer 100 unités de compte de son compte sur celui de M. Poulet. C'est-à-dire, je le répète, la banque qui autrefois avait une dette de 100 euros envers M. Patate se retrouve maintenant avec une dette de 100 euros, mais envers M. Poulet. Et pour la banqueroute, ça ne change absolument rien parce que si elle devait autrefois 100 euros à M. Patate, elle les doit tout simplement maintenant à M. Poulet. Du point de vue de son bilan comptable, actif-passif, ça ne change absolument rien, puisque les comptes de M. Poulet et de M. Patate apparaissent dans le même bilan de la banque, puisqu'ils sont à la même banque. Encore une fois, au risque de me répéter, cette notion de bilan est très importante à comprendre. Prenons un autre exemple, un petit peu plus compliqué, et ça va peut-être vous aider à comprendre. À nouveau, M. Tabouret décide d'acheter quelque chose à M. Patate pour une valeur de 100 euros. Mais contrairement à la dernière fois, cette fois-ci, M. Tabouret décide de payer M. Patate avec sa carte de crédit. Je vous rappelle que M. Tabouret est à la banque Halle et que M. Patate est à la banqueroute. Et que, bien évidemment, chacune de ces deux banques ont leur propre bilan. Le bilan de la banque A n'a rien à voir avec le bilan de la banque B. Que se passe-t-il? Eh bien, comme pour le cas de M. Patate et M. Poulet, il y a un transfert de monnaie scripturale qui se fait du compte de M. Tabouret sur le compte de M. Patate. Jusque-là, ça paraît normal. Sauf que d'un point de vue des bilans de ces deux banques commerciales, ça change tout. Parce que si vous comprenez bien, la banque Halle avait une dette de 100 euros envers M. Tabouret. Cette dette est maintenant transférée sur le compte de M. Patate. C'est-à-dire que c'est maintenant la banqueroute qui se retrouve avec une dette de 100 euros envers M. Patate. C'est-à-dire que son bilan se déséquilibre de 100 euros. Il y a maintenant 100 euros en plus écrits au passif du bilan de la banque. Dit autrement, la banque perd 100 euros, tout simplement. Elle a une dette qu'elle n'avait pas avant, alors qu'elle n'a rien demandé. Dit autrement, encore une fois, grâce à ces nouveaux 100 euros qui sont sur le compte de M. Patate peut tout à fait demander le paiement de cette dette à la banqueroute, à la banque A, et retirer 100 euros de la réserve de billets de banque de la banque A. Ce qui fait que, si vous comprenez bien, il y a un déséquilibre qui se fait, et évidemment, il faut rééquilibrer ce déséquilibre. Résumons. La banque B avait une dette de 100 euros envers M. Tabouret. Il a transféré cette dette sur le compte de M. Patate en se servant de sa carte de crédit. Les 100 euros de monnaie secondaire scripturale se retrouvent maintenant sur le compte de M. Patate à la banque A. La banque A a donc une dette de 100 euros envers M. Patate, une dette qu'elle n'avait pas avant. Son bilan se trouve impacté négativement de 100 euros. Or, que faudrait-il faire pour équilibrer ce déséquilibre? Eh bien, il faudrait tout simplement que la banque B donne un billet de 100 euros à la banque A, c'est-à-dire qu'elle rembourse la nouvelle dette que la banque A supporte envers M. Patate, qu'elle le rembourse en monnaie centrale. Mais en monnaie centrale scripturale, bien évidemment. Bien évidemment que les banques vont pas s'amuser à se transférer, à s'envoyer des billets de banque comme ça à chaque fois qu'il y a un paiement en carte de crédit qui se fait. Donc voyons ce qui se passe dans notre petit schéma. Je vous rappelle que M. Tabouret a payé 100 euros à M. Patate, que donc 100 euros de monnaie scripturale secondaire ont été transférés du compte de M. Tabouret sur le compte de M. Patate. Ce qui fait qu'une dette supplémentaire de 100 euros pèse maintenant sur le bilan de la banque A, de la banque de M. Patate. Pour rééquilibrer et pour payer cette dette, la banque A va demander 100 euros
à la banque B. Mais elle ne va pas lui demander 100 € en billet de banque, il va juste s'agir d'un jeu d'écriture, mais cette fois-ci au niveau de la banque centrale. La banque centrale va supprimer 100 € en monnaie centrale scripturale du compte de la banque B pour les transférer sur le compte de la banque A. À nouveau, la banque A va avoir un bilan équilibré puisqu'elle voit son compte crédité de 100 €. Et grâce à ces nouveaux 100 € en monnaie centrale scripturale, la banque A pourra commander un nouveau billet de banque. Voilà ce qui se passe lorsque vous vous servez de votre carte de crédit. À chaque fois qu'un paiement en carte bleue est fait d'un acteur économique à un autre, Monsieur Tabouret envers Monsieur Patate, lorsqu'un transfert de monnaie secondaire scripturale est réalisé, un transfert de monnaie centrale scripturale ne se fait pas exactement au même moment. Ce serait beaucoup trop compliqué et de ce fait, les banques ont décidé de mettre en place ce que l'on appelle le système de compensation. Reprenons, si vous voulez bien, l'exemple de nos deux banques de tout à l'heure, la banque Route et la banque Halle. Quotidiennement, ces banques échangent une quantité absolument astronomique de monnaie, puisque je vous rappelle que le fait même d'utiliser votre carte bleue pour acheter une baguette de pain, si tant est que le boulanger a son compte dans une banque différente de la vôtre, ça donne lieu à une transaction, à un échange de monnaie secondaire scripturale qui est censé être compensé, c'est-à-dire qui est censé donner lieu à un échange de monnaie centrale scripturale. Il y a des milliards de transactions qui se font tous les jours entre les banques. Chacune d'elles ne donne pas lieu à un transfert de monnaie centrale scripturale. On fait une somme de toutes ces transactions en fin de journée et on ne transfère de la monnaie que s'il y a un déséquilibre. On compense les déséquilibres. Ceux chargés de faire ces petites additions-soustractions s'appellent des chambres de compensation. Une très connue est Clearstream. Voyons ce qui se passe. Des transactions ont lieu tous les jours avec des échanges plus ou moins conséquents de monnaie. En fin de journée, on fait la somme de ce que les banques se doivent. Par exemple ici, la banque Halle doit à la banque Route 3 550 €. Ces données sont collectées automatiquement par les chambres de compensation qui font la différence, qui calculent la différence entre ce que les banques se doivent entre elles. Par exemple ici, 3625 moins 3555 égale 75 €. Cela signifie que la banque Route ne doit que 75 € à la banque Halle. C'est ça que l'on appelle la compensation. L'idéal étant bien sûr que toutes les sommes en fin de journée s'annulent, c'est-à-dire que les banques ne se doivent rien entre elles. Et petite remarque en passant, ce subtil équilibre, ce difficile équilibre ne peut exister que si les banques respectent quelques règles tacites qu'elles ont entre elles. Par exemple, que l'activité d'une banque soit proportionnelle à la part de marché qu'elle occupe dans le système bancaire général. C'est par exemple une banque à 20% de la part de marché, à 20% des clients bancaires, que son activité en termes de crédit, en termes de transactions ne dépasse pas les 20% en question. Voilà pour ce qui est de la compensation. Comment est créée la monnaie secondaire scripturale? On va voir que répondre à cette question, c'est répondre à la question de qui crée la monnaie. Idée reçue. Beaucoup de gens pensent que ces chiffres sur les comptes bancaires correspondent à de la monnaie, que si ces chiffres sont là, c'est que quelqu'un, quelque part, a déposé du vrai argent. Voyons voir. Monsieur Poulet dépose à sa banque 100 €. Il le fait parce qu'il préfère que ce soit la banque qui garde son billet. Ce qui arrive à son billet après, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est juste pouvoir retirer son billet plus tard quand il en aura besoin. Pour cela, la banque crédite le compte de Monsieur Poulet de 100 €. On a vu qu'en réalité, c'était 100 unités de banque. D'où le principe de dette. C'est la banque qui a une dette envers vous lorsque vous déposez un billet à la banque, parce que ce billet ne vous appartient plus. C'est la preuve que la banque doit 100 € à Monsieur Poulet. C'est une dette qu'a la banque envers Monsieur Poulet, je le répète. Mais nous avons vu que c'était aussi de la monnaie. C'est de la monnaie secondaire scripturale. Nous avons vu aussi que le billet de banque que Monsieur Poulet donne à la banque atterrit tout simplement de la réserve de billets et mis à disposition d'autres utilisateurs. Cette monnaie-là, c'est la monnaie corporelle. Voyons voir ce qui se passe du point de vue du bilan de la banque. Monsieur Patate donne son billet de 100 € à la banque. La banque prend le billet. Ce billet n'appartient plus alors à Monsieur Patate, mais bel et bien à la banque. En échange, elle crédite le compte de Monsieur Patate de 100 €. Donc 100 € sont rajoutés aux actifs de la banque puisque la banque possède maintenant un billet en monnaie centrale de 100 €, le billet que lui a donné Monsieur Patate. Puis elle rajoute à son passif 100 € puisqu'elle a maintenant une dette envers Monsieur Patate de 100 €. 100 € moins 100 € égale 0, le bilan de la banque est équilibré. Alors pourquoi est-ce que j'ai l'air d'insister sur cette histoire de bilan? Patience, on y vient.
Nous avons vu que ces soi-disant euros en monnaie secondaire scripturale, qui ne sont que des dettes inscrites au passif des banques, peuvent être considérés et sont considérés comme de la monnaie et sont utilisables en tant que tels. Eh bien ça on l'a vu tout simplement parce que l'on peut payer avec, c'est-à-dire que l'on paye avec des dettes que les banques ont envers nous lorsque notre solde est créditeur, ou bien on s'endette auprès d'elles lorsque notre solde est débiteur, quand on est à découvert. Les sommes se déplacent de compte en compte, de bilan en bilan, et s'équilibrent par la compensation, ce que nous avons vu dans l'épisode 3, en transférant de la monnaie centrale scripturale. Les moyens de paiement sont, on l'a déjà dit, les cartes bleues, les chèques, les virements, etc. Et je le rappelle que tout ça, c'est de la monnaie scripturale secondaire. Alors quelques chiffres, et attention, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Quelle est la quantité de monnaie secondaire scripturale par rapport à la quantité de monnaie corporelle? C'est-à-dire quelle est la quantité, le pourcentage de monnaie écrite sur nos comptes en banque par rapport à la quantité de monnaie réelle, c'est-à-dire par rapport au nombre de billets de banque et de pièces. Eh bien, en 2009, par exemple, la monnaie centrale corporelle représentait 3,4% de la masse monétaire, c'est-à-dire de la monnaie qui circule dans l'économie. 3,4%, c'est le petit rectangle jaune qui est à gauche de ce gros rectangle qui est pour le moment vide. Tout le reste, c'est-à-dire 96,4% de la monnaie, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire de la monnaie dette, c'est-à-dire des chiffres qui sont écrits sur les écrans d'ordinateur. Pour information, en 2013, c'était 3,7% de monnaie corporelle, c'est-à-dire de monnaie centrale, contre 96,3% de monnaie scripturale secondaire, c'est-à-dire les fameuses unités de compte qui sont sur nos comptes en banque, à la banque. C'est-à-dire que ce ratio change très peu d'une année à l'autre. Grosso modo, c'est entre 3 et 4%. Autre petit chiffre intéressant maintenant sur la base monétaire. Je vous rappelle que la base monétaire, c'est la monnaie centrale corporelle, les billets de banque, et la monnaie scripturale qui est sur les comptes de la banque centrale. Ces deux monnaies, scripturale et corporelle, sont de la monnaie centrale, c'est de la vraie monnaie. Eh bien, en 2009, la vraie monnaie ne représentait que 8,38% de la masse monétaire de la monnaie générale. En 2013, la base monétaire représentait 10,02% de la monnaie totale à disposition dans l'économie. Alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que je vous fais chier avec ça ? Eh bien, si, comme vous le pensiez jusqu'à présent, que les comptes, les unités de compte qui sont sur vos comptes en banque, la monnaie, les euros, les soi-disant euros qui sont sur vos comptes en banque correspondent à de la monnaie réelle, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude et même au-delà. La question est, si la quantité de monnaie centrale, qu'elle soit scripturale ou qu'elle soit corporelle, est largement inférieure à la quantité de monnaie secondaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie qui sont sur les comptes en banque des entreprises, mais pas seulement des particuliers, mais pas seulement aussi des collectivités, mais pas seulement aussi des États, etc. Si cette monnaie centrale est largement inférieure à la quantité de monnaie générale, c'est qu'il y a un truc, non? La question qui devrait brûler toutes les lèvres de ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire devrait être, mais alors comment est créé les 80% de monnaie qui ne correspondent à aucune monnaie réelle? Puisque la quantité de monnaie centrale, billets de banque, etc. est très inférieure à la quantité de monnaie écrite sur les comptes en banque, monnaie secondaire, d'où viennent ces chiffres en trop? D'où vient cette monnaie et comment est-elle fabriquée? Pour répondre à cette question, il suffit de répondre à celle-ci. Et faites le test autour de vous, vous verrez que vous aurez toujours à peu près les mêmes réponses. D'où vient la monnaie que la banque prête lorsque l'on fait un crédit? De la banque? Des déposants? Non mais sans rire, vous avez déjà vu votre compte être débité parce que votre voisin a fait un crédit pour acheter une nouvelle voiture? Non, la réponse est de nulle part. Cette monnaie est fabriquée par le banquier au moment du crédit. Comment les banquiers fabriquent-ils de la monnaie? Monsieur Poulet veut emprunter 100 € à la banque. Pour ce faire, il pousse les portes de la première banque nue et va voir Bibi. Bibi, le banquier. Situation. Et dans un souci de clarté pour simplifier les choses, nous allons partir du principe que le compte de Monsieur Poulet est à 0 €, ce qui signifie en termes de bilan comptable que son actif et son passif, que les actifs et les passifs inscrits à son bilan sont nuls, sont à 0. Toujours dans le même souci de simplification, nous allons partir du principe que le bilan de la banque est lui aussi égal à 0. Alors je sais, il y en a qui vont me dire que non, une banque ne peut pas prêter d'argent s'il n'a pas un minimum de fonds propres. Alors d'abord, ceux qui seront tentés de me faire cette réflexion, je vous en félicite. Ça veut dire que vous en savez plus que la très grande majorité des gens sur le fonctionnement du crédit, de l'emprunt bancaire entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'un emprunt, il s'agit d'un crédit. Ensuite, je pense que vous faites allusion là aux accords BAL 2 ou BAL 3 ou je ne sais quelle baltringue,
qui préconise que la banque doit posséder un certain pourcentage de la somme qu'elle a l'intention de prêter. Dit autrement, cela signifie que la banque doit avoir dans ses coffres, dans ses fonds propres, un certain pourcentage d'une somme qu'elle veut prêter. Prêter entre guillemets, soit entendu. On entend souvent le chiffre de 10%. En réalité, c'est totalement l'inverse. Ce ne sont pas les fonds propres qui font la capacité de faire du crédit, mais ce sont les crédits obtenus ou vendus, qui font les fonds propres. Dit autrement, c'est pas parce que la banque a 10 € qu'elle va pouvoir prêter 100 €, mais c'est parce qu'elle va prêter 100 € qu'elle va pouvoir réclamer une certaine somme, alors même pas peut-être 10 €, peut-être moins, ça dépend des pays, ça dépend des époques, ça dépend des moments, mais c'est en tout cas grâce à ces 100 € crédités sur le compte de celui qui demande un crédit qu'elle pourra acquérir des fonds auprès de la banque centrale. Donc t'es gentil, mets tes 10 € là, tu les dégages, et on revient au schéma, au petit dessin de tout à l'heure. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc la banque n'a pas d'argent, Monsieur Poulet n'en a pas, et Monsieur Poulet veut obtenir de la monnaie auprès de la banque. Impossible, vous allez me dire. Eh bien si. C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Donc, revenons en arrière. Monsieur Poulet va voir le banquier vérifie que Monsieur Poulet est solvable et qu'il est capable, qu'il ait les garanties suffisantes pour pouvoir lui accorder un crédit. Un contrat de prêt est donc signé. Un contrat pour une valeur de 100 €, puisque c'est la somme que Monsieur Poulet voulait emprunter au banquier. Le prêt, entre guillemets, est accepté, le contrat est signé, donc, à ce moment-là, que fait Bibi, le banquier? Est-ce que Bibi descend dans son coffre chercher un billet de banque de 100 € pour le donner à Monsieur Poulet? Non. Que fait Monsieur Bibi? Eh bien, avec ses petits doigts boudinés, il tape 1, 0, 0 sur son clavier, et ce faisant, il crédite le compte de Monsieur Poulet de 100 unités de compte. 100 € entre guillemets apparaissent donc sur le compte de Monsieur Poulet. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que les unités de compte qui sont sur nos comptes en banque sont une dette que la banque a envers nous. C'est-à-dire que ces 100 unités de compte que Monsieur Poulet a maintenant sur son compte en banque vont lui permettre éventuellement de venir retirer un billet de 100 €, c'est-à-dire un billet que l'on considère comme étant de la vraie monnaie, de la monnaie centrale corporelle. Puisque Monsieur Poulet a une créance sur la banque à laquelle il a fait le crédit, puisque la banque en question a une dette envers Monsieur Poulet de 100 €, Monsieur Poulet écrit à son actif 100 €. À l'inverse, puisque la banque a une dette envers Monsieur Poulet de 100 €, puisque Monsieur Poulet peut venir à chaque instant retirer un billet de banque de 100 €, la banque écrit à son passif, cette fois-ci, 100 €, puisque c'est une dette, elle a une dette envers Monsieur Poulet. Mais ce contrat de prêt est aussi une dette qu'a Monsieur Poulet envers la banque qui l'engage à rembourser les 100 € crédités plus les intérêts. Monsieur Poulet ayant emprunté 100 € à 5% sur une durée de 30 ans, il doit à peu près 100 € d'intérêt. Il a donc une dette de 100 €, ce qu'il a emprunté entre guillemets, plus 100 €, les 100 € d'intérêt. Il écrit donc à son passif 100 plus 100, ce qui nous donne 200. Total du bilan de Monsieur Poulet, moins 100 €. C'est-à-dire que dans l'histoire, Monsieur Poulet va perdre 100 €, mais ça on va le voir tout à l'heure. Que se passe-t-il maintenant au niveau du bilan de la banque? Eh bien, la banque met la dette que Monsieur Poulet a envers elle, c'est-à-dire le fait que Monsieur Poulet devra rembourser ce qui lui a été crédité, les 100 € dans ses actifs. Mais elle met aussi les intérêts que Monsieur Poulet s'est engagé à payer, à rembourser. Elle met donc à son actif 100 plus 100, ce qui lui fait un bilan positif au niveau de son total général de plus 100 €. La banque a gagné 100 € en ne faisant rien d'autre que d'écrire des petits chiffres dans l'ordinateur, dans ses ordinateurs. Et c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. C'est comme ça que les banques fabriquent de la monnaie à partir de rien, juste en tapant des petits chiffres sur un clavier. C'est comme ça qu'elles nous endettent et c'est comme ça qu'elles fabriquent de l'argent. Oui, parce que cet argent, ces unités de compte qui sont sur le compte de Monsieur Poulet ne vont pas rester sur le compte de Monsieur Poulet. Elles vont finir ailleurs. Elles vont finir transférées sur un autre compte, peut-être d'une autre banque ou de la même banque. Là, c'est encore mieux. Mais au final, la banque n'a absolument rien fait. Elle n'a rien produit. Elle s'est juste assuré le fait que Monsieur Poulet va travailler pour elle pendant une trentaine d'années. Donc, Monsieur Poulet a emprunté 100 € à la banque. La banque a fabriqué ces 100 € de monnaie scripturale secondaire à partir de rien, entre guillemets, parce qu'en réalité, c'est à partir de la signature d'un contrat de prêt, entre guillemets aussi. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des crédits que les banques nous accordent. Les 100 € plus 100 € d'intérêt, c'est-à-dire les 100 € de prêt, entre guillemets, plus les 100 € d'intérêt, c'est la dette que Monsieur Poulet a envers la banque, à mettre donc aux actifs de la banque. C'est ce qu'il doit rembourser. Les 100 €, les moins 100 € sont les 100 € de monnaie scripturale secondaire versés au compte de Monsieur Poulet. Et c'est la dette de la banque envers Monsieur Poulet. Oui, parce que à tout moment, Monsieur Poulet peut théoriquement demander à la banque de la monnaie centrale, des billets de banque, entre parenthèses,
En échange, ces moins 100 euros sont donc à mettre au passif du bilan de la banque. Que va-t-il se passer lorsque Monsieur Poulet va dépenser ces 100 euros? Parce que s'il a demandé 100 euros à la banque, c'est pas pour le plaisir d'avoir 100 euros sur son compte en banque. Eh bien, pour les besoins de la démonstration, nous allons dire que Monsieur Poulet achète une voiture à Monsieur Patate. Je vous rappelle que Monsieur Poulet et Monsieur Patate ont leur compte en banque à la même banque, la banque A ou la banque Route, si vous aimez les jeux de mots débiles, et que, bien entendu, Monsieur Poulet va payer Monsieur Patate en monnaie secondaire scripturale, c'est-à-dire qu'il va utiliser soit son carnet de chèques, soit sa carte de crédit. Que se passe-t-il alors? Eh bien, tout simplement, les 100 euros nouvellement crédités sur le compte de Monsieur Poulet, les 100 euros mauves là, les 100 euros en monnaie secondaire scripturale, vont être transférés du compte de Monsieur Poulet sur le compte de Monsieur Patate. En échange, Monsieur Poulet reçoit bien évidemment la voiture. Alors, voyons maintenant ce qui se passe du point de vue du bilan de Monsieur Poulet et du bilan de la banque. Monsieur Poulet se retrouve à nouveau avec 0 euros sur son compte et une voiture pour actif. Les nouveaux 100 euros sur le compte du vendeur de la voiture, c'est-à-dire Monsieur Patate, deviennent une dette de la banque envers lui et restent au passif de la banque, tout simplement. En ce qui concerne la banque, absolument rien n'a changé. Elle avait autrefois une dette envers Monsieur Poulet, elle se retrouve maintenant avec une dette envers Monsieur Patate, tout simplement. Maintenant, voyons voir ce que Monsieur Patate va faire avec ces 100 euros. Eh bien, on va dire que Monsieur Patate achète une table à Monsieur Tabouret. Je vous rappelle que Monsieur Tabouret, lui, a son compte à la banque B, la banque AL. Pour payer sa table, il utilise sa carte de crédit. Eh bien, exactement comme tout à l'heure, 100 euros de monnaie secondaire scripturale sont transférés du compte de Monsieur Patate sur le compte de Monsieur Tabouret. Et là, vous comprenez qu'il y a un déséquilibre au niveau du bilan de la banque B, de la banque de Monsieur Tabouret. C'est-à-dire que tout d'un coup, la banque AL, la banque B, se retrouve avec une dette de 100 euros envers Monsieur Tabouret. C'est-à-dire que 100 euros sont inscrits au passif de son bilan, c'est-à-dire que son bilan s'alourdit de 100 euros. Elle a une dette de 100 euros qu'elle n'avait pas avant. Pour rééquilibrer cette dette, nous avons déjà vu que 100 euros de monnaie centrale scripturale, la petite monnaie verte en haut, étaient de ce fait transférés sur le compte de la banque B, de la banque AL. Voyons ce qui se passe au niveau du bilan de ces deux banques. Je vous rappelle que Monsieur Patate avait 100 euros sur son compte en banque. Ces 100 euros étaient inscrits au passif du bilan de la banque A, de la première banque, la banque de Monsieur Patate. Lorsque Monsieur Patate a acheté sa table à Monsieur Tabouret, il a transféré, grâce à sa carte de crédit, 100 euros sur le compte de celui-ci, sur le compte de Monsieur Tabouret. Et de ce fait, 100 euros ont été automatiquement transférés au passif du bilan de la banque de Monsieur Tabouret, de la deuxième banque, de la banque B. Pour rééquilibrer ce déséquilibre, 100 euros devraient normalement être transférés de la banque A vers la banque B en monnaie centrale scripturale. Le fait que cette monnaie nouvellement créée ex nihilo par la banque à l'occasion du crédit serve de moyen de paiement à nos trois compères, là, cela signifie que, du coup, si vous comprenez bien, 100 euros ont été ajoutés à la masse monétaire. C'est-à-dire à ce fameux cercle mauve que l'on voit là, ces fameux 95% de monnaie qui composent la masse monétaire. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant et c'est là qu'est réellement le nœud du problème. Parce que c'est ça qu'il est absolument essentiel de comprendre, le remboursement du crédit et la destruction monétaire. Le remboursement du crédit et la destruction monétaire, c'est véritablement la clé de voûte, c'est ce qui est la cause de tout le merdier dans lequel nous sommes. Si nous sommes obligés de travailler autant, si nous sommes obligés de produire autant de richesses, alors que ce n'est pas nécessaire, si nous produisons autant de richesses et que nous, à notre niveau, au niveau des agents non bancaires, on n'est pas plus riches que ça, et encore une fois, si vous vous en doutez, c'est que vraiment vous vivez dans une espèce de bulle, dans une bulle médiatique, une espèce de bulle BFM ou je ne sais quoi. Mais je vous assure qu'on n'a jamais produit autant de richesses et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on s'enrichisse tant que ça. Regardez l'intro de la dernière vidéo de l'épisode 5, vous comprendrez les écarts de richesse entre véritables riches, pour moi riche c'est à partir d'1 milliard d'euros, je l'ai déjà dit, et les autres. Eh bien c'est ça que nous allons voir maintenant, c'est-à-dire nous allons comprendre comment fonctionne le remboursement du crédit et par de fait la destruction monétaire, puisque la monnaie nouvellement créée, fraîchement créée, est détruite, c'est ce que nous allons voir, lors de son remboursement, avec le petit hic du fait que les intérêts doivent être eux aussi payés, remboursés, avec de la monnaie qui n'a pas encore été créée. C'est ça le nœud du problème, on va voir ça tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
le remboursement du crédit et la destruction monétaire. Là, ça devient une espèce de billard à 3 bandes. On a la banque qui a une créance sur Monsieur Poulet, Monsieur Poulet qui a une dette envers la banque, la masse monétaire qui est la quantité de monnaie dans l'économie, quantité de monnaie dans laquelle Monsieur Poulet devra puiser, qu'il devra capter par son travail et ce qu'il produit pour rembourser les 100 € qu'il a empruntés, mais aussi les 100 € d'intérêt. Nous décidons, pour simplifier la démonstration, que avant le crédit de Monsieur Poulet, la masse monétaire était à 0. Voyons ce qui se passe. Grâce, entre guillemets, ou plutôt à cause du crédit de Monsieur Poulet, il y a maintenant 100 € qui circulent dans l'économie. Il y a 100 € dans la masse monétaire. Monsieur Patate travaille, produit des richesses, vend des services ou des biens, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit petit patron, grand patron ou simple employé, il vend sa force de travail, il vend une production, il vend son énergie. Il récupère donc 10 €. Avec ces 10 €, il effectue son premier remboursement. Il transfère donc 10 € à la banque. Automatiquement, la banque détruit ces 10 € puisque la dette de Monsieur Poulet envers elle n'est plus que de 90 € plus 100 € d'intérêt. C'est un jeu à somme nulle en réalité, si vous comprenez bien. Ce qui signifie qu'en termes de bilan, aux actifs du bilan de la banque, il n'y a plus que 90 € plus 100 € d'intérêt, et au passif de Monsieur Poulet, il n'y a plus que 90 € plus les 100 € d'intérêt. Le total, c'est-à-dire le bénéfice net de la banque, ne change pas, il est toujours de 100 €, c'est les 100 € d'intérêt, et puis la perte sèche de Monsieur Poulet, elle est toujours de 100 € puisqu'il a acheté sa voiture non pas 100 €, mais 200 €, c'est-à-dire le prix de la voiture, plus les 100 € d'intérêt qu'il versera à la banque. Pour l'instant, le bénéfice de la banque est de 0 €. Donc, Monsieur Poulet travaille, il récupère 10 €, il commence à rembourser son crédit, il donne ses 10 € à la banque, il y a alors destruction de ces 10 € par la simple suppression d'une écriture comptable, et ce jusqu'à ce que le prêt soit intégralement remboursé. Monsieur Patate travaille, produit de la richesse, et capte petit à petit, au fur et à mesure, les euros nécessaires au remboursement de son crédit jusqu'à ce qu'il ait intégralement remboursé ce qu'il a emprunté entre guillemets. Nous en arrivons donc avec une masse monétaire qui est égale à 0. Il n'y a plus d'argent dans la masse monétaire puisque Monsieur Poulet a repris les 100 € qu'il avait mis et que ces 100 € ont été détruits par la banque pour équilibrer tout simplement son bilan. Monsieur Poulet a remboursé les 100 € empruntés, la masse monétaire est à nouveau à 0. Alors faisons un premier petit point à ce stade-là de l'opération. La masse monétaire n'a pas augmenté. Le bilan de Monsieur Poulet est équilibré. Il a dans ses actifs un bien matériel, la voiture, en partant du principe que la valeur de celle-ci ne se déprécie pas avec le temps. Et il a au passif de son bilan les 100 € d'intérêt qu'il n'a pas encore commencé à payer. Le bilan de la banque, elle a dans ses actifs les 100 € d'intérêt que Monsieur Poulet lui doit toujours, et 0 € au passif, puisque la monnaie qu'elle a créée ex nihilo a été détruite. Son bilan est donc positif de 100 €. Voyons voir ça sur le schéma, c'est toujours plus explicite à un petit dessin. À gauche du bilan de Monsieur Poulet, il y a toujours la voiture qui vaut 100 €, en admettant encore une fois qu'elle ne se déprécie pas. À son passif, au passif du bilan de Monsieur Poulet, il y a toujours les 100 € d'intérêt qu'il doit à la banque. Du point de vue de la banque, il y a toujours ces 100 € d'intérêt que Monsieur Poulet lui doit dans ses actifs, à l'actif de son bilan. Et à son passif, elle a 0 € puisqu'elle ne doit plus rien à personne et que la monnaie a été détruite. Total de son bilan, 100 € positif. Et en ce qui concerne la masse monétaire, la masse monétaire est redevenue à 0. Et là, je pense que vous commencez à comprendre quel est le problème. Monsieur Poulet doit toujours 100 € à la banque. Il est censé pouvoir puiser dans la masse monétaire les euros qui lui sont nécessaires au remboursement pour rembourser son crédit. Et il n'y a plus d'argent dans la masse monétaire puisqu'il a repris lui-même les 100 € qu'il avait ajoutés. Alors, maintenant que Monsieur Poulet a repris les 100 € qu'il avait mis dans la masse monétaire pour rembourser ce qu'il a emprunté entre guillemets, comment fait-il pour rembourser les intérêts qu'il doit toujours à la banque ? Eh bien, la seule solution est que quelqu'un d'autre s'endette auprès de la banque, que quelqu'un d'autre emprunte à nouveau 100 €. Voyons comment ça se passe. Ah, une chance! Monsieur Tabouret emprunte lui aussi 100 €. Donc Monsieur Tabouret injecte 100 € dans la masse monétaire. Monsieur Poulet va pouvoir reprendre ces 100 € au fur et à mesure et rembourser les intérêts qu'il doit. Sauf que cette fois-ci, les petits euros que Monsieur Poulet verse à la banque en paiement des intérêts de ce qu'il a emprunté entre guillemets ne sont pas détruites, mais vont directement dans la poche du banquier. C'est comme ça que le banquier gagne sa vie, entre autres. Alors encore une fois, pour les besoins de la démonstration, nous allons contracter les échelles de temps et d'espace et nous allons segmenter les remboursements. Disons qu'il n'y aura que Monsieur Poulet qui pourra prélever dans la masse monétaire la monnaie, les euros qui lui sont nécessaires au remboursement de des intérêts de son emprunt, entre guillemets.
Et nous dirons que Monsieur Tabouret attend patiemment pour, à son tour, rembourser ce qu'il a emprunté, ce qui lui a été crédité plus exactement, et les intérêts. Voilà, Monsieur Poulet a enfin remboursé les 100 € qui lui ont été crédités, plus les intérêts. Monsieur Bibi s'est mis donc 100 € dans la poche sans faire grand chose au final. Et la masse monétaire se retrouve à nouveau à 0. Bilan de l'opération. Même après le deuxième crédit de 100 € contracté par Monsieur Tabouret, la masse monétaire est à nouveau à 0. Monsieur Poulet a totalement remboursé la banque. Dans ses actifs, il a un bien matériel, une voiture, qui leur a payé le double de sa valeur. La situation de la banque ne change pas. Elle a toujours 100 € d'actifs. 100 € qui ne sont plus une dette, mais de l'argent réel. La banque a fait un bénéfice de 100 €. Alors j'aime bien ce petit schéma là où on voit deux éclairs de 100 € au bilan de Monsieur Poulet et de Monsieur et de la banque. Monsieur Poulet a 100 € d'actifs mais en biens matériels, c'est-à-dire la voiture, et la banque elle a 100 € en monnaie. C'est-à-dire qu'en réalité, Monsieur Poulet n'a pas acheté sa voiture à Monsieur je ne sais qui, mais il l'a acheté à la banque. Comment se fait-il que Monsieur Poulet se retrouve avec une voiture et que la banque se retrouve avec la valeur de sa voiture écrite à son passif? Mais à quoi a servi la banque dans toute cette histoire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer sérieusement à quoi cette banque a servi, si ce n'est à se glisser entre deux acteurs économiques, à se mettre entre un échange, entre quelqu'un qui produit quelque chose, qui vend quelque chose et quelqu'un qui achète, et à prélever son dû au passage. Là, une banque ne fait rien d'autre que ça, c'est-à-dire qu'elle est une espèce de parasite qui se met entre un vendeur et un acheteur, et elle prélève sa commission au passage. C'est quand même rigolo. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Parce que pour s'acheter sa voiture à 100 €, Monsieur Poulet a prélevé de la masse monétaire 100 €, la valeur de la voiture. Puis ensuite, il a prélevé à nouveau 100 € pour rembourser les intérêts du crédit qui lui a été accordé par la banque. Au total, pour un bien d'une valeur de 100 €, Monsieur Poulet aura retiré de la masse monétaire 200 €. Donc revenons sur le petit problème qui se posait tout à l'heure. Si un crédit bancaire augmente la masse de monnaie en circulation, son remboursement la diminue d'autant, plus les intérêts. C'est-à-dire dans notre exemple, le double. Excusez-moi d'insister, mais ça me paraît tellement important ce truc-là. Monsieur Poulet a injecté dans la masse monétaire 100 € pour s'acheter quelque chose qui vaut 100 € et il a retiré de cette même masse monétaire 200 € pour son achat et pour le remboursement des intérêts réclamés par la banque. Voilà, allez, on continue un petit peu de rigoler. On n'aurait pas oublié quelqu'un. Rappelons-nous que pour rembourser ces 100 € de prêt, plus les 100 € d'intérêt, il a fallu que Monsieur Tabouret emprunte 100 € à son tour. Or, puisque ces 100 € de prêt à lui ont été captés par Monsieur Poulet, comment va-t-il rembourser ces 100 € plus 100 € d'intérêt à lui? Vous pouvez me le dire? Eh ben, je pense que vous avez déjà trouvé la réponse à cette question. Pour que Monsieur Tabouret puisse rembourser ce qu'il a emprunté, il faut qu'un autre acteur économique emprunte à son tour. Et là, on va dire donc que c'est Monsieur Patate. Alors, voyons ce qui se passe dans notre petit schéma intéressant. Nous avons donc Monsieur Poulet, Monsieur Tabouret et Monsieur Patate, qui sont des acteurs économiques. Et nous avons Bibi, là-haut, tout en haut, qui lui est le banquier. Et à droite, nous avons l'évolution de la dette de nos trois compères. Monsieur Poulet emprunte 100 €. Il rajoute donc à la masse monétaire 100 €. La dette générale, on va dire, s'incrémente de 200 €. Il reprend ces 100 € pour rembourser son crédit. La masse monétaire est à nouveau à 0. Et la dette, elle, n'est plus que de 100 €, les 100 € d'intérêt. Pour rembourser ces 100 € d'intérêt, il faut que Monsieur Tabouret emprunte à son tour 100 €. Si vous avez bien compris, la dette est maintenant à 300 €. Les 200 € d'emprunt et les intérêts de Monsieur Tabouret, plus les 100 € d'intérêt que Monsieur Poulet n'a toujours pas remboursé. Je vais vous laisser jeter un petit coup d'œil sur le graphe de droite sans le commenter, parce que après on arrive à des chiffres tellement énormes, ça va tellement vite que, excusez-moi, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de tout décrire. Donc, Monsieur Tabouret, lui, emprunte aussi 100 €, toujours au même tarif, c'est-à-dire qu'il doit rembourser 100 € d'intérêt. Ça, c'est pour les besoins de la démonstration, c'est pour simplifier. Si j'avais commencé à faire des calculs savants avec 2% d'intérêt sur 20 ans, 15 ans, 10 ans, ce serait compliqué. Comprenez juste le principe. Commencez pas à me casser les noix avec non, mais des prêts à 5%, il n'y en a plus, maintenant c'est plutôt 2%. Bon. Où est-ce que j'en étais? Donc Monsieur Tabouret emprunte à son tour 100 €.
Super, dit Monsieur Poulet, je vais pouvoir récupérer ces 100 € et payer les intérêts que je dois à Bibi le banquier. Les 100 € se retrouvent donc sur le compte de Monsieur Bibi, c'est son bénéfice net. Or, petit problème, Monsieur Tabouret, lui, a toujours une dette de 200 € en bas à droite, vous voyez sur le graphe. Il ne peut pas rembourser cette dette puisque la masse monétaire, à son tour, est retombée à zéro, puisque Monsieur Poulet a tout piqué. Pour qu'il puisse rembourser son prêt plus les intérêts, Monsieur Tabouret, il faut qu'un autre acteur économique emprunte à son tour. On va dire que c'est Monsieur Patate. Et lui, par chance, par bonheur, par hasard, ou parce que j'en ai décidé ainsi, lui, il emprunte 200 €. Super, se dit Monsieur Tabouret, je vais pouvoir prendre ces 200 € et rembourser ce que je dois, c'est-à-dire les 100 € que j'ai empruntés plus les 100 € d'intérêt. La masse monétaire est à nouveau retombée à zéro, puisque M. Tabouret a tout piqué. Le profit net du banquier se retrouve donc de 200 €. Mais la dette générale, plus exactement la dette de Monsieur Patate, est toujours de 400 €. Il doit toujours 400 € à la banque, mais la masse monétaire est nulle. Aïe, comment est-ce qu'on fait, Alors, eh ben pour ce faire, il faut que Monsieur Poulet ait la gentillesse, lui, d'emprunter 400 €. Ouais, Monsieur Poulet veut s'acheter un tracteur. Super, c'est ce qu'il fait. Coup de chance. Alors, vous voyez déjà la dette augmenter, parce que si Monsieur Poulet emprunte 400 €, il doit 800 € à la banque. Il y avait déjà 400 € de dette, plus 800, on en est à 1200 de dette. Bref, excusez-moi de rigoler, c'est ma partie préférée, celle-là. Grâce aux 400 € empruntés par Monsieur Poulet, Monsieur Patate va pouvoir rembourser le banquier. La dette donc diminue du remboursement de Monsieur Patate. Mais là, c'est Monsieur Poulet qui se retrouve embêté parce que la masse monétaire est à nouveau à zéro. Et Monsieur Poulet, je le rappelle, a emprunté 400, c'est-à-dire qu'il doit 800. Pour rembourser ces 800, il faut absolument que quelqu'un d'autre emprunte 800. Coup de chance, Monsieur Tabouret, lui, emprunte 800. Super. Petit aparté, la dette est maintenant de 2400. Grâce aux 800 empruntés par Monsieur Tabouret, Monsieur Poulet va pouvoir rembourser sa dette. Profit maintenant du banquier, 800 €. Mais alors là, c'est Monsieur Tabouret qui est embêté, parce que lui, il a emprunté 800, il doit 1600, et il y a à nouveau zéro dans l'économie. Ah, bah alors ça n'en finit jamais. Comment faire pour que Monsieur Tabouret puisse rembourser ces 1600 qu'il doit à Bibi? Et bien pour ce faire, il faut que Monsieur Patate emprunte 1600, etc., etc., etc. Ça n'en finit jamais. C'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que en réalité, le système de la création monétaire actuelle est basé sur une exponentielle. Or, rien dans la nature ne croît de façon exponentielle, croyez-moi. Même quand vous faites exploser une charge atomique, c'est-à-dire de l'uranium ou de je ne sais quoi, avec ce principe d'un neutron qui percute deux autres atomes d'uranium qui vont à leur tour libérer deux autres neutrons qui vont percuter, etc., etc., et ben ça fait effectivement ce qu'on appelle une réaction en chaîne, une espèce d'exponentielle, mais la réaction s'arrête à partir du moment où il n'y a plus de matière fissible. Dans notre cas, nous, comment ça se passe? Eh bien, ce système croît en permanence, c'est pour ça que les hommes politiques vous parlent de croissance en permanence. En réalité, la croissance est une dinguerie, c'est une absurdité pure et démentielle, puisque nous vivons dans un monde qui est fini, c'est-à-dire qui est limité, avec des ressources limitées, et nous utilisons un système monétaire qui lui est basé sur une exponentielle, sur une croissance exponentielle infinie. Évidemment que ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Parce que ça nous pousse à piller nos ressources naturelles, ça nous pousse à consommer plus, ça nous pousse à rendre absolument tout marchand, ça nous pousse à nous faire la guerre les uns contre les autres. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit. Effectivement, tout à l'heure, je disais que nous allons segmenter les remboursements, c'est-à-dire que Monsieur Poulet, Monsieur Patate, Monsieur Tabouret allaient rembourser chacun les uns après les autres. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, nos trois compères là, ils se battent tous pour avoir de la monnaie qui est toujours rare, parce que effectivement, à chaque fois qu'on met de la monnaie dans la masse monétaire, on doit en récupérer plus que ce que l'on a mis. Et pour récupérer ce plus que l'on a mis, il faut que quelqu'un d'autre emprunte en permanence. Donc c'est ce que l'on appelle la guerre de tous contre tous. En permanence, Monsieur Poulet, Monsieur Tabouret et Monsieur Patate sont en compétition les uns envers les autres pour récupérer un maximum de monnaie. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que les gens sont à ce point individualistes, pourquoi est-ce qu'ils cherchent à devenir riches
Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à capter toujours plus de monnaie? Que ce soit des grands patrons ou des petits patrons ou des simples salariés, etc. On est tous en guerre les uns contre les autres, alors qu'en réalité, nous sommes tous, et je répète bien, et les gauchistes de base seront pas d'accord avec moi, diront mais non, tout ça c'est de la faute de patron, mais en réalité, nous sommes tous dans le même bateau, j'insiste là-dessus. Le patron, lui aussi, il a des dettes, lui aussi, il a un crédit à payer. Et c'est pour ça qu'il cherche à entuber le plus possible ses employés, c'est pour ça qu'il cherche à délocaliser son entreprise de façon à payer moins des esclaves qu'il trouvera au Bangladesh ou je ne sais où. C'est la raison de tout ce merdier. Si on est obligé, encore une fois, de payer cette dette exponentielle, c'est-à-dire que si on est obligé de piller la planète, c'est à cause de ce système-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, me direz-vous? Mais bon sang, je vais pas être grossier. Déjà, comprenez le système. Déjà, comprenez comment ça marche. Comprenez plutôt comment ça ne marche pas. Entraînez-vous à l'expliquer aux autres, entraînez-vous à être pédagogue, entraînez-vous à parler de ça régulièrement autour de vous dès qu'une occasion se présente. Parlez de ce sujet-là, parce que c'est le sujet qui est, pour moi, qui est la clé de voûte de tout ce qui ne va pas. Et en plus de ça, c'est un sujet qui nous rassemble tous, quelle que soit notre religion, quelle que soit ou notre non-religion, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine ethnique, quelle que soit notre nationalité. C'est un sujet universel parce que tous les pays du monde sont soumis, à part quelques-uns, hein, qui font partie de l'axe du mal, mais à part quelques-uns, Cuba, je crois, la Corée du Nord, je crois aussi l'Iran, etc., tous les pays du monde sont soumis à cette dictature monétaire, à cette dictature d'une petite poignée de crapules, hein. Ils sont 0,001% à être bénéficiaires de ce truc-là, c'est même pas 1%, hein. 1% c'est beaucoup trop. Ce sujet de la création monétaire est le grand dénominateur commun qui devrait tous nous rassembler. Même toi, espèce de petit crétin de droitard sarkozyste ou filloniste ou je ne sais quoi, qui croit réussir dans la vie, qui croit être un gagnant parce que tu t'en sors moins mal que les autres, parce que tu arrives à te payer une Audi A4 flambant neuve, parce que tu vends des appartements, ou plutôt tu es, tu es, tu es, tu es un employé d'une agence immobilière, je ne sais quoi, je ne sais pas ce que tu fais, peu importe. Ou alors tout simplement tu vends du crédit et tu touches une com, hein, parce qu'il y a toujours des miettes qui tombent de la table du banquier. Hein. Même si tu fais partie de ceux qui ramassent ces miettes et que tu as l'impression de bien vivre, eh ben dis-toi que si on enlevait ce système-là, alors tu trouverais déjà un autre boulot, hein, un boulot honnête, mais au moins ce serait premièrement un boulot honnête et deuxièmement un boulot pour lequel tu serais rétribué à ta juste valeur, mon pote. Alors je dis ça, là je m'adresse à un conseiller financier fictif, mais je peux m'adresser aussi à quelqu'un qui est un garagiste par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a une petite PME, qui installe, je sais pas, des serrures sécurisées, je ne sais où. Tu gagnerais 2 fois plus que ce que tu gagnes, et si t'as pas envie de gagner 2 fois plus que ce que tu gagnes, tu travaillerais 2 fois moins, et encore quand je dis 2 fois moins, c'est peut-être entre 2 et 10 fois moins. On n'est pas obligé de produire autant, on n'est pas obligé de piller les ressources de notre planète, on n'est pas obligé de se faire la guerre, on n'est même pas obligé de comptabiliser ce que l'on produit. On a une telle puissance de production, une telle capacité de production de richesse maintenant qu'il est absolument délirant de continuer à enrichir une petite poignée de crapules, je le répète, qui ne font absolument rien et qui de plus en plus s'empiffrent et deviennent les propriétaires de toute la planète, avec 7 milliards d'esclaves à leurs pieds, et eux qui sont tout en haut, et on peut même se demander, mais là on tombe dans on tombe presque dans l'eschatologie presque, on peut même se demander, mais bon sang, quel est leur projet? On est même en droit de se demander si ces gens-là ont pas un projet spécial, je ne sais pas, ou ont une vision du monde qui nous échappe. Pourquoi faire ça? Parce que, comme le disait Marc Chenet en introduction de la partie 5 de ma vidéo, c'est une boulimie. On ne peut pas consommer 5 milliards, c'est pas possible. On ne peut pas consommer 50 milliards, ce n'est pas possible. On peut encore moins consommer des centaines de milliards, voire des milliers de milliards. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de fondamentalement malsain. J'ai bien peur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je crois vraiment que c'est le méchant de James Bond qui a gagné et qui domine la planète. Bon, je vais vous laisser là, mes chères petites bactéries. Et puis, à vous de jouer, les gars, sans déconner. Les gars et les copines, hein, les copains, les copines, à vous de jouer, j'allais dire les garces. Je sais pas si c'est féminin de gars ou garces. Les copains, les copines, à vous de jouer, à vous de vous former, à vous de vous cultiver sur ce sujet-là et à vous
bon sens de passer le message. Comme disait Gérard Fouché, c'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est réveillez-vous les uns les autres. C'est le petit colibri, faites ce que vous avez à faire, parce que même si ça va bien pour vous pour le moment, ça va pas durer. Et même si vous échappez, si vous échappez à la déferlante qui nous arrive dans la gueule, ça sera vraiment pas le cas de vos gosses. Ou alors vous faites partie des 0,0001% et je doute que ça soit le cas. Bon courage mes chères petites bactéries et ben à bientôt.